Bonjour, je m'appelle Anne Torrance et je vais vous lire un passage du conte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Il attendit donc, muet et pensif, et essayant de percer avec cet œil du marin exercé aux ténèbres et accoutumé à l'espace, l'obscurité de la nuit. On avait laissé à droite l'île Ratonneau, où brûlait un phare, et tout en longeant presque la côte, on était arrivé à la hauteur de l'anse des Catalans. Là, les regards du prisonnier redoublèrent d'énergie. C'était là qu'était Mercédès, et il lui semblait à chaque instant voir se dessiner sur le rivage sombre la forme vague et indécise d'une femme. Comment un pressentiment ne disait-il pas à Mercédès que son amant passait à 300 pas d'elle? Une seule lumière brillait aux Catalans. En interrogeant la position de cette lumière, Dantès reconnut qu'elle éclairait la chambre de sa fiancée. Mercédès était la seule qui veillait dans toute la petite colonie. En poussant un grand cri, le jeune homme pouvait être entendu de sa fiancée. Une fausse honte le retint. Que diraient ces hommes qui le regardaient en l'entendant crier comme un insensé? Il resta donc muet et les yeux fixés sur cette lumière. Pendant ce temps, la barque continuait son chemin, mais le prisonnier ne pensait point à la barque, il pensait à Mercédès. Un accident de terrain fit disparaître la lumière. Dantès se retourna et s'aperçut que la barque gagnait le large. Pendant qu'il regardait, absorbé dans sa propre pensée, on avait subtilisé les voiles aux rames et la barque s'avançait maintenant poussée par le vent. Malgré la répugnance qu'éprouvait Dantès à adresser au gendarme de nouvelles questions, il se rapprocha de lui et lui prenant la main, « Camarade, lui dit-il, au nom de votre conscience et de par votre qualité de soldat, je vous adjure d'avoir pitié de moi et de me répondre. Je suis le capitaine Dantès, bon et loyal français, quoique accusé de je ne sais quelle trahison. Où me menez-vous? Dites-le, et foi de marin, je me rangerai à mon devoir et je me résignerai à mon sort. » Le gendarme se gratta l'oreille, regarda son camarade. Celui-ci fit un mouvement qui voulait dire à peu près « Il me semble qu'au point où nous en sommes, il n'y a pas d'inconvénient. » Et le gendarme se retourna vers Dantès. « Vous êtes Marseillais et marin, dit-il, et vous me demandez où nous allons? Oui, car sur mon honneur je l'ignore. Ne vous en doutez-vous pas? Aucunement. Ce n'est pas possible. Je vous le jure, sur ce que j'ai de plus sacré au monde. Répondez-moi donc de grâce. Mais la consigne? La consigne ne vous défend pas de m'apprendre ce que je saurai dans 10 minutes, dans une demi-heure, dans une heure peut-être. Seulement vous m'épargnez là des siècles d'incertitude. Je vous le demande comme si vous étiez mon ami. Regardez. Je ne veux ni me révolter ni fuir. D'ailleurs je ne le puis. Où allons-nous? À moins que vous n'ayez un bandeau sur les yeux, ou que vous ne soyez jamais sorti du port de Marseille, vous devez cependant deviner où vous allez. Non. Regardez autour de vous, alors. Dantès se leva, jeta naturellement les yeux sur le point où paraissait se diriger le bateau, et à 100 toises devant lui, il vit s'élever la roche noire et ardue, sur laquelle monte, comme une superfétation du silex, le sombre château d'If.